faux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours entendu parler de l'IPTV, on a toujours entendu parler des piratages possibles. On a tous, même plus jeunes, regardé une fois en cherchant un site web quelconque pour pouvoir voir un match. C'est arrivé à beaucoup de gens. Peut-être pas, mais au général, c'est normal, il ne peut pas, lui. Ça, c'est pas possible, c'est pas dans ses mœurs. Mais pour pas mal de gens, il y a eu des recherches comme ça, donc ça existait. C'est peut-être plus important aujourd'hui, mais c'est peut-être pas lié qu'à ça. C'est quelque chose qui existait, qui préexistait à l'existence de cette date. Yannick et Bernard, vous êtes quoi? Donc j'ai trouvé. Vous êtes comme le président, vous suivez Olivier Rouillet? Mais je trouve que le premier argument développé par Stéphane, en fait, c'est un argument revolving parce qu'on a mesuré le piratage. Et comme il a expliqué Stéphane, c'est la première fois qu'on a un chiffre précis de 200 000. Avant, on n'avait pas les chiffres. Donc on peut mesurer quand c'est quantifiable. On mesure par rapport à quelque chose d'autre. Là, on mesurait sur rien. Moi, je me rappelle les streamings, que ce soit sur le cinéma ou sur le sport en général et le football en particulier, ça existait depuis très longtemps. Il y a 2-3 ans, on a fermé beaucoup de sites de streaming en France, mais on n'a jamais mesuré l'évasion. Là, on l'a mesuré. On l'a mesuré pourquoi? Ça, c'est la deuxième réflexion que je veux faire, qui me semble plus intéressante pour élever le débat. C'est qu'avant, les droits télé, ils étaient fixes. C'est-à-dire que le prédécesseur de DAZN, il avait versé tant, et il ne communiquait pas du tout sur le nombre des abonnés. On ne savait pas du tout combien il y avait d'abonnés, et combien il y en avait qui étaient abonnés clandestins, ailleurs. Ah, mais là, le précédent diffuseur a communiqué. Sur combien d'abonnés? En ne renouvelant pas son offre. C'est-à-dire qu'il a fait lui-même ses comptes. On ne sait pas combien, mais on sait que... On est d'accord, voilà. On n'a jamais eu de chiffres. Il n'y a jamais eu de communication. Sur le piratage. Non, sur le nombre d'abonnés. Mais tu sais le nombre d'abonnés de DAZN? Non, mais DAZN, ça commence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on ne savait pas le nombre d'abonnés, mais ce n'était pas très grave. C'était le diffuseur s'était appris tout son problème, puisque c'était fixe. Là, si j'ai bien compris DAZN, il y a aussi un nombre d'abonnés, il faut arriver à 500 000 pour après reverser une partie à la Ligue, etc. 1,5 million. Et le grand risque aujourd'hui, c'est qu'on n'atteigne pas du tout ce chiffre. Et que donc le problème des droits télé, le problème des droits télé, il va se poser la saison prochaine encore avec plus d'acuité. Mais pour vous, sur le piratage, vous ne pouvez pas vous prononcer, parce qu'en fait, vous avez un chiffre, mais vous n'avez pas une évolution de chiffres. On ne peut pas comparer. D'accord. Thierry Alba. Alors moi, pour suivre ton idée, Bernard, je pense qu'il faudrait aussi qu'on sache... Bernard, quand même. Il faudrait qu'on sache aussi le nombre d'abonnés de DAZN. Ce serait intéressant pour parler de triomphe, parce qu'effectivement, si tu as 200 000 personnes qui ont suivi en streaming et que tu as eu 3 000 personnes sur DAZN, il y aura un vrai problème. On ne se rend pas vraiment compte du nombre de personnes qui ont suivi l'aventure DAZN. Et je pense que c'est une chaîne qui n'est pas du tout identifiée par les Français. Et le problème aussi vient de là, c'est que c'est une nouvelle chaîne qui arrive. Les gens n'ont pas eu le temps de s'approprier le produit. Je pense qu'ils n'ont effectivement rien compris à la manière dont ça fonctionne. Moi, les gens me demandent, est-ce que c'est une plateforme? Qu'est-ce que c'est DAZN? On ne sait pas, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis, il y a l'argent. Et même le prix est quand même assez rédhibitoire. Et là où tu as raison, c'est que les jeunes consomment de plus en plus sur leur téléphone. Et je pense que pour eux, c'est peut-être plus facile d'avoir accès à Telegram ou à un lien via Twitter, des fois même, que d'aller sur DAZN. C'est plus facile. Stéphane et moi, on s'est inscrits le week-end dernier sur DAZN. Et je pense que Stéphane, on partage un point commun, la passion du sport et le fait de ne pas être très ultra connecté. On surnomme dans la rédac le naufragé des numériques. Non, mais nous, notre génération, Olivier, blague à part, c'était inconcevable de regarder un match de foot sur un téléphone. Inconcevable. Pour nous, on est assis, on a un grand écran, le plus grand écran possible. Mais on le fait quand même. Voilà. Tu le fais pas, toi? Non, pas trop. Non. Alors que je vois mon fils, lui, il est sur son téléphone. Il regarde le foot sur son téléphone. Il le regarde vaguement d'ailleurs. Ils sont plus attentifs comme on l'était nous. On va donner la parole à un économiste du sport. Il s'appelle Christophe Le Petit. Il nous attend à son domicile. Vous enseignez au Centre de droit et d'économie et du sport, dont l'antenne principale est à Limoges. Bonsoir, mon cher Christophe. Bonsoir. Alors, il y a une bataille de chiffres. Vous avez écouté le début de l'émission. Le piratage est-il en hausse? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut évidemment le quantifier? C'était la première problématique, notamment soulevée par Bernard. Alors oui, c'est quantifiable en fait. Je vous renvoie à des études qui sont faites par l'Arcom, qui sont extrêmement bien faites. Et l'Arcom quantifiait en 2023, donc dans son dernier bilan, le piratage à hauteur de 8,5 millions d'internautes, puisqu'effectivement le piratage passe par Internet. Donc on estime qu'il y a 8,5 millions de personnes, soit 16% des internautes, qui consomment illégalement des contenus sportifs. Ça peut paraître massif, mais c'est en baisse assez notable depuis de nombreuses années, puisqu'en 2018, il y avait 15,5 millions de personnes qui pirataient. Donc en fait, c'est en recul. Maintenant, il faudra effectivement voir l'impact des décisions de cet été et effectivement l'arrivée de DAZN pour voir si on a un rebond du piratage
sur cet été. Christophe, il y a un chiffre qu'on a beaucoup commenté sur le plateau, c'est les 200 000 téléspectateurs donc, qui sont allés sur Telegram pour voir le premier match de la saison entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire qu'on peut le quantifier, non? Ça veut dire, voilà, c'est quantifiable ce piratage. J'ai été un peu surpris, moi, de voir ce chiffre parce que, en fait, si vous vous rappelez, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées sur la télévision payante autour du plateau, on ne communique pas sur les audiences de Canal+, on ne communique pas sur les audiences de beIN Sport, sauf quand elles sont excellentes et très bonnes. Et là, bizarrement, après le premier match et un match de la première journée de Ligue 1, on a communiqué sur ce chiffre de 200 000. Je dois avouer que je ne sais pas exactement comment il a été établi ni par qui. En tout cas, effectivement, il y a ce chiffre qui est sorti. Il faudra voir si il est actualisé journée après journée, match après match. Et surtout, il faudrait savoir comment il a été établi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en ce moment une hype, une forme de mode, effectivement, du piratage. On en parle comme si c'était normal. Et donc, on cherche des chiffres pour essayer de quantifier l'ampleur de ce phénomène-là. Il faudra voir si tout ça résiste dans le temps et puis s'il y a effectivement un rebond massif dans une période qui, sur 10 ans, était plutôt à la baisse. Mais là, je découvre je suis en contact avec des pirates, des gens qui utilisent le site Telegram, enfin l'appli Telegram, et ils disent que lorsque vous regardez le match, vous avez, comme dans tous les sites web, la fréquentation là, sur Telegram, le nombre de gens qui sont connectés en même temps que vous. Donc c'est quantifiable, Christophe, tout ça. Là. Enfin, parfois, il faut peut-être additionner tous les liens pour avoir un chiffre global. Il y a quelque chose qui est quantifiable, non? En fait, oui, là, en l'occurrence, sur ce cas de figure, c'est quantifiable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un pic à hauteur de je ne sais combien de milliers ou centaines de milliers de spectateurs ou téléspectateurs. Maintenant, le piratage, ça prend de multiples formes. Là, on parle juste d'un lien sur Telegram ou 2 liens sur Telegram, d'une chaîne Telegram. Il y a des boîtiers IPTV, il y a beaucoup d'autres formes. C'est difficile de savoir parce que, par définition, le piratage, c'est une activité qui est illicite. C'est-à-dire que la personne qui pirate, elle s'adonne à une activité illicite, et la personne qui partage un lien s'adonne à une activité illicite. Donc par définition, c'est de l'économie souterraine, et cette économie souterraine, elle est toujours difficile à quantifier. On s'y essaie, l'Arcom le fait, d'autres probablement le font aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe à quantifier, et encore plus là avec ce lancement de l'offre payante de DAZN qui s'installe sur le marché français. Bernard, je vous ai interrompu, à vous de jouer, puis après on fera un tour du côté de la présidence, Hervé. Non, mais si je vous écoute, professeur, en fait, tout va bien. Le piratage a été divisé par 2 en l'espace de 6 ans, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de piratage en France. Le problème, c'est l'identification, comme vient de le rappeler Siani, à DAZN, une chaîne qui n'existait pas, et le prix prohibitif de l'abonnement. C'est ça le vrai problème. Moi, je dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Le piratage est un problème. D'ailleurs, les acteurs n'ont pas attendu DAZN pour s'exprimer sur ce sujet-là. C'est un vieux sujet. On piratait déjà Canal+. Enfin, pour ceux qui ont connu Canal+ dans les années 80-90, on piratait Canal+. Donc, c'est quelque chose qui est ancien. Les acteurs du marché, effectivement, s'en plaignent. Il y a une association pour la protection des programmes sportifs qui regroupe à la fois donc, des ligues, des fédérations, ce qu'on appelle des ayants droit, mais aussi des diffuseurs qui achètent ces droits, pour lutter contre ça, parce que ce phénomène-là, il a tendance à détruire de la valeur. Encore une fois, l'Arcom avait chiffré le manque à gagner lié au piratage à hauteur de 1 milliard d'euros. Donc ça ne fait de bien à personne, et surtout, on en parlera peut-être aussi plus tard, mais ces activités pirates et illicites, elles financent des choses qui sont pas forcément très recommandables, ce qui peut aussi poser un problème moral. Hervé, réflexion, question, échange avec Christophe Le Petit. Oui, parce que là, on se retrouve dans un piratage un peu particulier, qui n'est peut-être pas le piratage qu'on a pu connaître à une autre époque, parce que les gens ne voulaient pas payer, mais là, il y a le côté un peu combat des supporters contre la Ligue et via DAZN, malheureusement, qui se retrouve au bout de... L'argument, on va dire, l'argument d'Olivier Rouet sur l'exaspération. Absolument. Et cette la volatilité des droits. Oui, tout à fait. Et cette exaspération, au bout d'un moment, là, ça a créé... Là, c'est un vrai combat. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réunion de tous les supporters en disant on ne va pas prendre DAZN, mais on va trouver un moyen, IPTV, etc., de pouvoir voir les matchs de foot. Donc, est-ce que là, il n'y a pas aussi ce combat-là qui va être plus compliqué à gagner, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un côté un peu jusqu'au boutiste dans ce qu'on voit là. Peut-être une question pour prolonger, mon cher Christophe. Est-ce qu'un consommateur qui passe par une offre illégale, est-ce qu'à terme, c'est un client perdu pour la télévision payante? Voilà, quand on passe de l'autre côté de la colline, est-ce qu'on a du mal à revenir à dire une offre classique?
Oui et non. Je vais faire une réponse de Normand. Oui, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des gens qui sont exaspérés, comme ça vient d'être dit, par ce passage de droit d'une télévision payante à une autre. Parce qu'en fait, les droits premium et les droits de la Ligue 1, ils sont sur la télévision payante depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Donc effectivement, là, vous pouvez avoir une personne qui peut être exaspérée parce que ça passe successivement en peu d'années de Mediapro à Canal+, à Amazon, puis maintenant à DAZN. Et peut-être que ce client-là, il en a un peu marre et il aura du mal à revenir vers une offre gratuite. Pour autant, et c'est ça qui me fait répondre non, on sait aussi qu'il y a beaucoup de consommateurs de programmes de façon illicite qui sont en même temps abonnés à une offre de télévision payante. Et moi, je suis persuadé que les gens ne piratent pas par plaisir. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de pirater. La technologie le permet facilement. On n'a pas l'impression de voler qui que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple. Mais je pense vraiment que si on fait un peu évoluer les offres à la fois sur leur volet financier, tant de l'abonnement, mais aussi sur le contenu, eh bien, on peut tout à fait revenir chercher les consommateurs pirates, parce que moi, je pense qu'au-delà de l'exaspération, il y a aussi un phénomène qui tient au fait que les gens ont le sentiment de ne pas avoir d'offres adaptées à leurs besoins, à leurs envies, sur le fond comme sur le financement. Et moi, je pense que ce travail-là doit être fait par l'ensemble des acteurs, ayant droit et diffuseurs, pour aller justement vers ce qu'attendent les consommateurs, de la flexibilité, la possibilité de choisir leur match et des formules d'abonnement qui correspondent véritablement à leurs besoins. En clair, Christophe, vous, je le dis comme ça, vous avez envie de juste voir 10 matchs dans l'année et vous aimeriez avoir cette offre-là. C'est un exemple. Typiquement, alors moi je veux pas autorité, mais typiquement, moi je ne suis abonné à aucune offre de télévision payante, je ne suis pas pirate. Mais il se trouve que mon budget que je pourrais accorder à une offre d'abonnement, personne ne vient chercher. Parce qu'effectivement, je voudrais un top 10 et choisir ce top 10. Parce que mon top 10, ce n'est pas le top 10 d'Olivier Ménard ou d'Olivier Rouillet. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut aller vers ce genre d'offre, du pay-per-view, un top 10, tous les matchs d'un club, match à l'extérieur, je ne sais pas, il y a de multiples façons de proposer les droits, et il faut ouvrir toutes les possibilités, y compris au niveau de la Ligue de football professionnel ou d'autres ayants droit, en créant cette fameuse chaîne dont on a beaucoup parlé, pour justement pouvoir proposer des offres flexibles, adaptées et adaptables aux attentes des consommateurs. J'ai eu Cyril Linette qui aimerait être candidat à la présidence de la Ligue. Il s'est déclaré dans Le Monde la semaine dernière. Lui a une formule extrêmement simple. Il faut s'aligner sur les plateformes de divertissement type Netflix. Le prix de base pour Netflix, sans les pubs et tout ça, 13,49 €. Allez, je vous fais la somme à 14 €, à peu près 14 € par mois. Voilà, 14 €. C'est en fait Netflix et ces grandes plateformes, c'est-à-dire qu'ils vont fixer le prix du marché. C'est l'analyse de Cyril Linette. Opinion, les gars. Mais oui, mais parce qu'il y a une vraie réalité économique. On sort quand même de 18 mois d'inflation. Les gens se retrouvent dans des difficultés, dans des vraies difficultés financières, et que, comme l'a rappelé Larouille, 50 € par mois pour suivre la Ligue 1, tu multiplies par 12, ça te fait un budget de 600 € par an. Je veux dire, c'est énorme, c'est énormissime à supporter pour beaucoup de ménages, et pour un loisir, parce que regarder la Ligue 1, c'est... Pour un lien, la Ligue 1, un lien. Oui, non, mais pour une famille, je parle d'un foyer, tu vois, ça fait très cher. Oui, mais le foyer, Bernard, le papa, la maman, les enfants sont étudiants, le fils part à la fac, il ne peut pas utiliser l'abonnement de la famille. Il faut qu'il en reprenne un. Oui. Je veux dire, c'est que, moi, je suis tout à fait d'accord avec. Vous êtes abonné d'Azone, Stéphane, je le dis aux téléspectateurs. Oui, on a débattu, on a eu ce débat hier. Le problème premier aujourd'hui des détenteurs de droits, c'est de ne pas s'intéresser. Historiquement, le détenteur de droits, dans le foot en particulier, ne s'intéresse pas aux clients. s'intéresse pas aux clients. On a vu tout le débat sur les droits de télé pendant 6 mois, c'était on veut tant, on veut tant, on veut tant. On n'était pas en train de réfléchir quel prix on peut proposer, comment satisfaire la demande. On était en train de dire on veut tant. Voilà, c'était et on se répartira tant. C'était la seule préoccupation. C'est totalement humain. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où on n'arbitre pas entre deux abonnements de télé, on arbitre avec Netflix, avec l'abonnement téléphone, avec la carte cinéma, avec Deezer et Spotify. C'est tout ça qui est pris en compte dans une famille. Une belle actualisation de vos données, mon cher. Et finalement, tu as beaucoup. Il y a eu un moment sur Deezer, il y a un petit peu, mais voilà. Je crois que vous avez été gourmand parce que je crois que c'est à peu près la dernière partie de votre intervention. Oui, non, mais c'est tout à fait ça, parce que en fait, moi je le vois dans ma famille. Ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui a un abonnement Netflix, un qui a un abonnement Amazon, un qui a un abonnement Canal, et on partage. Et en fait, l'abonnement d'Azone, il est devenu beaucoup trop cher. En fait, on ne peut pas prendre 2 abonnements. Enfin,
C'est quelque chose dans vous avez les... quoi, vous, sans indiscrétion? Moi, j'ai Netflix, que je partage avec ma maman et mon frère, et voilà. Et je rappelle ce que j'ai dit hier, il y a un lien d'Amazon, tu payes 40 € par mois, tu as un appareil connecté. Si tu l'as via Canal+, tu peux le regarder. Exactement, il faut s'abonner via Canal, voilà, c'est exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Mais c'est compliqué. Non, mais c'est un vrai souci. Christophe Lepetit, j'ai appris que les pirates étaient extrêmement organisés, vous allez peut-être me confirmer. Certains parlent, alors je ne sais pas s'ils noircissent le tableau, d'organisations criminelles, voire mafieuses. Est-ce que c'est, on va dire, on peut l'appeler une sorte de nouvelle délinquance numérique? On est loin des Robins des Bois. Est-ce que je noircis le tableau ou est-ce qu'on est dans le vrai? Non, vous êtes dans le vrai. Enfin, je pense qu'on a tous peut-être des amis qui nous ont proposé de partager un lien et on peut se dire finalement c'est des copains, ils nous partagent le lien. Ce sont des Robins des Bois, puis c'est quelque part une façon, c'est une résistance pacifique. On veut pas s'abonner, on se partage le lien. Sauf qu'en fait, il faut quand même réfléchir qu'au tout départ, ce lien qu'on se partage, il y a quelqu'un qui l'édite, il y a quelqu'un qui capte un contenu qui est normalement protégé par un contrat exclusif acquis par, en l'occurrence ici DAZN et ou beIN Sport, puisque beIN Sport a aussi un match. Et ce lien-là, en fait, cette personne, elle en tire un revenu, soit par des systèmes d'abonnement, soit par des systèmes de publicité. Et sur ces sites-là, sur ces liens-là, on peut avoir de la publicité pour des produits qui ne sont pas autorisés en France. On peut avoir de la publicité pour la pornographie, pour plein de choses. De la même façon, l'IPTV, quand on s'abonne, on a l'impression que c'est facile, on commande un boîtier, ça coûte pas très cher, c'est relativement accessible, on peut le faire de n'importe quel site de vente en ligne, mais on paye un abonnement. Et en fait, cet abonnement, cet argent, il finance des organisations mafieuses et criminelles. Il faut quand même en avoir conscience. Et c'est ça qui m'a un peu, si ce n'est agacé, un peu inquiété dans les semaines qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a une forme de normalisation du piratage qui est assez inquiétante. On en parle dans les médias comme si c'était normal, comme si c'était une réaction tout à fait opportune à ce qui s'est passé. Mais en fait, le piratage, c'est quelque chose qui est répréhensible, qui est puni par la loi. Et surtout, on ne sait pas où va notre argent. Je pense qu'il faut quand même alerter le consommateur. On ne sait pas ce qu'on finance quand on verse 50 €, 100 € ou 200 € pour acheter un boîtier IPTV. Donc, ce ne sont pas des Robins des Bois. Et clairement, il y a des organisations criminelles derrière, voire mafieuses, oui. Y a-t-il un arsenal pour le contrer? Est-ce que le gendarme a toujours un temps de retard sur le voleur? Il y a des lois, oui, mais souvent il y a des lois, mais souvent c'est la difficulté de les faire appliquer en France, notamment sur d'autres, évidemment, d'autres secteurs de la vie publique. Mais l'arsenal, est-ce que cet arsenal fonctionne? Christophe. Alors l'arsenal, il a été sérieusement renforcé. Et il porte ses fruits en fait. Il a été renforcé. Alors il y a eu une recommandation de la Commission européenne et puis il y a eu également des dispositions législatives prises en France pour arriver à faire en sorte de bloquer au plus vite tous les sites et tous les éléments qui proposent justement des contenus exclusifs de façon illégale. Et donc ça commence à porter ses fruits, notamment parce que ce sont des choses qui sont plus agiles, plus rapides. Le nombre de blocages de sites est passé par exemple de 950 en 2022 à plus de 2100 en fait en 2023. Donc il y a le nombre de demandes de blocage, pardon, pas le nombre de blocages, ce nombre de demandes. Et ces demandes, elles peuvent être faites par les diffuseurs, elles peuvent être faites par les ligues ou par les fédérations, dès lors qu'on a constaté qu'il y avait une utilisation indue d'un contenu. Donc l'arsenal législatif se renforce. Maintenant, ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup de rapidité, parce qu'effectivement, quand vous bloquez un site, il recrée à côté. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir bloquer très très vite pour éviter que finalement un petit ruisseau au départ ne devienne une grande rivière ou un grand fleuve à la fin. Si vous bloquez très vite, si vous empêchez les gens finalement de proposer ces contenus sportifs, alors je pense que je me fais pas des amis parce que beaucoup de vos auditeurs doivent pirater les contenus sportifs, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, il faut mettre en œuvre ces systèmes de blocage pour faire en sorte que, en fait, c'est du droit des affaires, faire en sorte que le ou les diffuseurs qui ont acheté des contenus exclusifs pour un prix de 400 ou 500 ou 100 millions d'euros puissent en bénéficier paisiblement. Et aujourd'hui, c'est clair que ça n'est pas le cas. Les droits télé financent en partie le sport français, le sport en général, hein, rappelant à nos téléspectateurs que depuis 2000, la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, a créé la taxe Buffet. C'est une taxe solidaire qui ponctionne 5% des droits, là en l'occurrence 5% des 400 millions donc, alloués au football et à la Ligue 1. Le piratage... Oui, ça ne finance pas que le président Labrune. Hein, non, le sport français dans son ensemble. Bien sûr. Et les locaux. Le piratage, est-ce que ça menace l'écosystème, alors pas du foot, mais là du sport français, on va dire par ruissellement?
Oui, en partie, puisqu'en fait, le piratage, c'est quelque chose qui remet en cause l'exclusivité que vous avez vendue. La Ligue de football professionnel, elle a vendu à DAZN et à beIN Sport l'exclusivité de l'exploitation des droits de la Ligue 1. Et force est de constater que le piratage, ça vient remettre en cause cette exclusivité. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose relativement cher, on peut estimer que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais on parle quand même de 500 millions d'euros. Et votre diffuseur ou vos diffuseurs peuvent vous dire que vous êtes bien gentil, mais vous m'avez vendu 500 millions d'euros, quelque chose que je faisais en exclusivité à mes abonnés. Or, on le retrouve gratuitement un peu partout. Donc, vous n'arrivez pas à protéger cette valeur-là. Donc, demain, finalement, ça sera plus 500 millions d'euros que je vous verserai. Ça sera peut-être que 300 ou 200, peu importe. Et en fait, effectivement, comme la taxe Buffet, elle est adossée à la valeur des droits, si votre montant de droits télé diminue, par définition, votre rendement de taxe Buffet diminue, et cette taxe Buffet, elle finance le développement du sport pour tous en France à travers le budget de l'Agence nationale du sport. Donc il y a effectivement un risque sur le financement du sport, même s'il n'y a pas que du financement d'État pour le financement du sport, mais c'est un risque pour le financement du sport dans son ensemble. Christophe Le Petit, économiste du sport. Olivier, je vous ai vu très intéressé, écoutez religieusement. Christophe, vous avez appris 2-3 petits trucs là quand même par rapport à ça. Oui. Non, vous étiez contre Stéphane le piratage. Ah non, je change pas d'avis. Moi, je reste persuadé de toute façon que les abonnements sont trop chers pour les ménages. Quand vous avez l'abonnement Canal, DAZN, beIN, certains encore RMC, d'autres encore Amazon, etc., c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, à un moment donné, que voulez-vous? On vous propose quelque chose qui est infiniment moins cher, 100 balles à l'année ou 120 balles à l'année, plus peut-être quelque chose. Vous vous rendez compte la différence? Oui, mais c'est risqué. Peut-être que c'est risqué, j'entends bien. Mais c'est pour ça que je pense que, et Steph l'a bien dit, les diffuseurs ne pensent jamais aux gens qui regardent la télé. Non, c'est pas les diffuseurs, si, eux, ils pensent à leurs clients. C'est les détenteurs des droits. Les détenteurs des droits, pardon, oui, excuse-moi. Aux clients. Eux, tout à fait. Ceux qui pensent à dire on veut 500, 600, 700. Eux, ils ne pensent pas que. La taxe Buffet, elle a déjà perdu 250 millions d'euros. Dans l'affaire. Surtout qu'ils ont installé leur prix parce qu'ils veulent être rentables pour pouvoir rentrer dans leur prix, dans leurs 500 millions. Mais en fait, ils n'ont jamais pensé aux consommateurs, à la personne qui doit payer la facture. Donc c'est un peu... Et tout ça sous la pression des présidents quand même, parce qu'il ne faut pas les oublier que c'est eux qui gèrent l'argent. Alors ça ne justifie pas le piratage, mais on peut comprendre que les gens, à un moment, un système D, ils font comme ils peuvent aussi. Ah, Christophe aimerait nous en dire une petite, là. Oui, Christophe. Non, moi je voudrais juste souligner une forme de paradoxe dans tout ce qui se raconte autour de cette histoire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on veut un championnat qui soit de plus en plus qualitatif, donc avec des joueurs qui soient les meilleurs possibles. Il se trouve que pour attirer les meilleurs joueurs, il faut pouvoir verser des salaires élevés, donc il faut beaucoup d'argent. Donc, pour avoir, il faut des droits télé très élevés. Et pour avoir des droits télé très élevés, les diffuseurs ils doivent les payer très cher. Mais sauf que le diffuseur, il n'est pas philanthrope. Le diffuseur, il veut gagner de l'argent. Donc, s'il paye ses droits télé très cher, par la force des choses, il va devoir avoir derrière des offres qui vont être de plus en plus chères. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de paradoxe. C'est qu'on ne peut pas vouloir le championnat le plus qualitatif du monde avec des droits télé qui soient les plus faibles possibles. Là, ça ne fonctionnera pas. Donc, on peut tout à fait vouloir des droits télé plus bas. On aura des offres d'abonnement plus basses, mais il faudra aussi en assumer les conséquences, c'est-à-dire un choix de moindre qualité parce qu'on ne pourra plus former nos joueurs ou les retenir. Ou alors, vous rassure, professeur, c'est déjà le cas. Ou alors trouver un autre modèle économique, parce que c'est vrai que le foot tourne beaucoup autour des droits télé, mais les présidents de clubs et les clubs ont aussi le droit de travailler sur d'autres rentrées d'argent. Parce qu'en fait, c'est le problème du foot aujourd'hui, c'est qu'il survit par ses droits télé, alors qu'il pourrait y avoir plein de ressources, de billetterie, de marketing, plein de choses qui pourraient apporter de l'argent et qui pourraient faire que les clubs sont moins dépendants de ces droits télé et du coup moins en danger quand il y a une baisse mais je te rassure, de ces droits. Siani, on a battu les records d'affluence de première journée et d'abonnés. Pardon, Christophe. Oui, peut-être qu'il faut travailler dans ce sens-là. Attendez, tout le monde parle en même temps. Christophe, mot de la fin. Ouais, juste en 2 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Siani. Juste 2 choses. Le montant des recettes de sponsoring n'a jamais été aussi haut dans le football français. Le montant des recettes de billetterie n'a jamais été aussi haut dans le football français. Donc, il ne faut aussi pas dire que les clubs ne travaillent pas. Les clubs travaillent. Maintenant, il y a une réalité des choses. Quand vous avez un diffuseur, il n'y a pas longtemps, qui mettait 1 milliard d'euros au total, ça fait quand même un sacré trou. Donc, les clubs travaillent. Il faut faire peut-être sans droit télé, parce que peut-être demain, il n'y aura plus de droit télé, mais il faudra inventer un autre modèle. Et moi, je pense que l'autre modèle, ça sera peut-être une chaîne ou en tout cas une prise en main de son destin par les ayants droit et par les ligues, qui proposeront directement des offres d'abonnement adaptées aux attentes des consommateurs sur le fond, c'est-à-dire sur les matchs proposés et sur le tarif. Moi, je crois vraiment qu'on peut aller chercher le budget maximal chez chacun des consommateurs en lui proposant ce qu'il veut et ce qu'il attend.
Et voilà, ce sera le lot Christophe Le Petit. On l'aura baptisé comme ça parce que c'est la première fois que j'entends cette proposition. Dans l'équipe du soir, Christophe, merci. Bonne soirée. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous faire partager votre savoir. Le résultat du duel, à présent. Stéphane. Ah, ou il y a une raclée là. C'est beau là. Ah, elle est belle. Ah, la générale, là, il y a eu. Là, il y a eu un.